Samedi 18 mai 2024, 19h30 en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la grande édition. On l'ouvre avec l'actualité de ce début de semaine. Le samedi 11 mai dernier, les populations de la région des Grands Ponts ont déferlé sur Dabou à l'occasion de la journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Une occasion pour les élus locaux et les autorités gouvernementales présents à cette cérémonie de rappeler l'envergure des actions de développement engagées dans la région depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011. C'est un reportage de Mamadou Diomondé, Adji Raymond et Justine Atomoli. Après les régions des Lagunes et de l'Anguébi-Tiassa, les populations de la région des Grands Ponts célébraient ce samedi 11 mai à la place Henri Konan-Bédié de Dabou les infrastructures réalisées dans leurs différentes localités depuis 2011 à l'occasion de la journée d'hommage des Grands Ponts au chef de l'État Alassane Ouattara. Au nom de ses administrés, le premier magistrat de la commune, Jean-Claude Yédé, a souligné l'impact significatif des réalisations déployées par le gouvernement dans le sens du développement de la région. Permettez-moi également de souligner l'impact significatif des réalisations initiées par le président Ouattara dans notre région. Grâce à sa vision, Dabou ainsi que les autres villes qui composent la région des Grands Ponts ont bénéficié de nombreux investissements de développement, dont entre autres l'achèvement de bitume de plusieurs tronçons de routes et des rues. Appelé au gouvernement lors du dernier remaniement ministériel d'octobre 2023, l'actuel ministre délégué au sport, Adji Silas, a relevé la similitude entre la politique de développement du président Ouattara et celle du premier président Félix Houphouët-Boigny, dont il fut l'unique chef de gouvernement entre 1990 et 1993. Pour avoir été l'un des principaux artisans du troisième sacre des éléphants à la CAN 2023, Adji Silas estime la Côte d'Ivoire chanceuse avec Alassane Ouattara, qui tout comme lors des éditions 92 et 2015, a encore porté chance à l'équipe nationale de football cette année 2024. En effet, homme de paix, perfectionniste achevé, bâtisseur chevronné, le président Alassane Ouattara s'inscrit dans la ligne dorée du président Félix Houphouët-Boigny, dont il est l'héritier légitime. Il a su marcher dans les pas d'Houphouët-Boigny en laissant ses propres empreintes, ses propres traces. Tel père, mais quel fils! L'organisation réussie de la CAN 2023 dans notre pays, CAN remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire, constitue justement la sève canonique de la Côte d'Ivoire qui gagne avec Alassane Ouattara. De grands chantiers sont en phase de démarrage, a annoncé le Premier ministre Robert Begremambé, selon qui le chef de l'État veut faire de Dabou un centre de développement. Il est décidé à faire de Dabou le centre de développement d'Abidjan. Plusieurs autres personnalités étatiques, dont la présidente du Sénat Kandia Camara et le président de l'Assemblée nationale Adama Bitogo, ont fait le déplacement de la capitale du Léboutou pour cette journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État. On reste toujours dans l'actualité de ce lundi. L'ex-président Laurent Gbagbo a été triomphalement investi le vendredi 10 mai dernier par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2025. Une quatrième candidature qui ouvre un nouveau chapitre dans la vie politique de l'icône de la gauche en Côte d'Ivoire. Suivons ensemble. Porté par un plébiscite populaire comme il l'affectionne, Laurent Gbagbo, 77 ans, se sent dans son jardin. C'est dans des circonstances similaires qu'en 90, 2000 et 2010, il reçoit l'onction de cet référaire pour se lancer à l'assaut du fauteuil présidentiel. Ce vendredi 10 mai, dans une salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, où il est quasiment déifié par des milliers de militants et sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, l'ex-chef d'État se présente en conquérant. Ces quelques années passées à la prison de Scheveningen aux Pays-Bas, où il a été jugé par la Cour pénale internationale pour de présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité, n'auront visiblement rien entaché à sa détermination de se réinstaller au pouvoir. Bien qu'étant techniquement inéligible du fait de son absence de la liste électorale, le prédécesseur d'Alassane Ouattara a tout de même été investi candidat de son parti pour la présidentielle de 2025 au cours d'une cérémonie beaucoup plus festive qu'électoraliste. Que se passera-t-il en cas de maintien jusqu'à la clôture des candidatures du statu quo actuel qui le condamne à rester en marge du processus électoral en cours?
Impossible de ne pas se laisser aller à des spéculations sur les calculs politiques qui sous-tendent une telle investiture. De mon point de vue, je pense que le président Laurent Gbagbo a manqué là une belle occasion de permettre à la nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, partisans de ce grand homme d'État, d'aller vivre l'expérience d'une élection présidentielle. Vouloir à tout prix et à tous les prix se présenter lui-même, sachant qu'il n'est pas éligible, cela peut s'apparenter à de l'égoïsme politique et donnerait raison à ceux qui pensent que Laurent Gbagbo n'est animé que par un sentiment de vengeance et qu'il veut régler les comptes à Ouattara et à tous ses partisans. Outre l'ancien président de la République, dont le rêve d'une nouvelle chevauchée victorieuse pour le palais pourrait être contrarié non seulement par l'impasse autour de sa situation judiciaire et ses rancœurs envers ses anciens camarades de lutte, la question du positionnement d'une autre figure présidentielle au PPACI demeure tabou, presque un crime de lèse-majesté pour les irréductibles du Woody de Mama. Je pense qu'à un moment, il faut vraiment que nos dirigeants, surtout ceux qui ont été aux affaires, apprennent à quitter les choses. C'est important. Je ne sais pas pourquoi la politique en Afrique a l'air d'être comme une drogue où les gens ils sont tellement accros qu'ils ne veulent rien lâcher au point de frôler le ridicule. Laurent Gbagbo, sachant très bien qu'il n'est pas éligible, il aurait pu permettre à une jeunesse de pouvoir aller à cette expérience politique. Et lui, derrière, le sage, l'expérimenté, tenant la main d'un dauphin et l'emmenant au sommet de l'État. Quel honneur pour lui! Toute marche arrière étant devenue impossible pour la dernière née des formations de gauche sur l'échiquier politique ivoirien, la gestion de cette candidature désormais confirmée s'annonce comme un labyrinthe de schémas inextricables à contourner pour le PPACI. Au Burkina Faso, des centaines de partisans de la junte répondant à l'appel de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne ont afflué au stade Issouf Joseph Colombo de Ouagadougou. L'objectif de cette manifestation était clair, réclamer un prolongement de la transition militaire dont l'échéance arrive à son terme le 1er juillet prochain. Le compte-rendu de nos confrères d'Africa 24. Au Burkina Faso, des milliers de personnes se sont rassemblées samedi 11 mai 2024 au stade Issoufou Joseph de Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour manifester leur soutien au gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce grand rassemblement intervient à la suite d'un appel de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC). Cette dernière a appelé à la tenue des assises nationales devant déterminer la suite à donner à la transition qui arrivera à échéance le 1er juillet 2024, conformément à la charte de la transition du 14 octobre 2022. Pour continuer cette marche triomphale, toutes les couches de notre société sans exception, sans distinction aucune, sont appelées à décider dans un futur proche du destin de notre pays qui n'est rien d'autre que la prolongation pure et simple de cette transition qui est celle du peuple couronné par le digne fils du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Les manifestants ont également réclamé, entre autres, la prolongation de la transition ainsi qu'une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du Burkina Faso. Une fois de plus, le peuple aura l'occasion de s'assumer devant l'histoire et de se sauver lui-même sous le leadership éclairé d'un homme d'État, au sens du terme, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui aux assises nationales. Oui à la prolongation pure et simple de la transition. Pour rappel, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en septembre 2022 à la suite d'un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui avait renversé Roch Marc Christian Kaboré 8 mois plus tôt. Cette crise institutionnelle est le résultat d'une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader depuis près de 10 ans. Dans l'actualité de ce mardi, pas question d'ouvrir la voie à un retour de Laurent Gbagbo aux affaires lors du lancement de la grande tournée de mobilisation des femmes du RHDP ce dimanche 12 mai à Abobo. Le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, Cissé Bakongo, a prévenu que le candidat du PPACI pour la présidentielle 2025, je cite, ne deviendra pas à nouveau président du pays. Le point dans ce compte rendu. 18 mois séparent la Côte d'Ivoire de la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Mais déjà, le ton se durcit de part et d'autre des états-majors des partis politiques.
48 heures après l'investiture au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire du candidat Laurent Gbagbo pour le compte du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir, s'est montré impitoyable ce dimanche 12 mai envers l'ex-chef d'État lors du lancement de la grande tournée nationale de mobilisation des femmes du RHDP au complexe sportif d'Abobo. Gbagbo ne deviendra pas à nouveau président de ce pays, même pour 5 ans. On ne lui donnera même pas un jour, assurait l'actuel ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ce proche d'Alassane Ouattara a en outre fustigé la gestion des fonds publics sous Laurent Gbagbo, évoquant ce qui dépeint comme une gabegie systématique avec une manne financière dilapidée sous le prétexte de l'argent qui circule. Ouattara est candidat, a réitéré fermement Cissé Bakongo devant une foule de militants acquis à la cause du numéro 1 ivoirien. On reste en politique avec les candidatures à la présidentielle qui se multiplient. Toujours dans la journée du 12 mai, Charles Blé Goudé, président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, recevait l'onction de ses partisans pour briguer la magistrature suprême en 2025 depuis la tribune de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où avait lieu la cérémonie. Il s'est empressé d'afficher ses ambitions. Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP, a été investi ce dimanche 12 mai, candidat de son parti pour le scrutin présidentiel d'octobre 2025. Cette cérémonie d'investiture, qui a eu pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny, a vu l'affluence dans la capitale politique de nombreux militants et sympathisants du parti de l'ex-allié de Laurent Gbagbo, venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Face à la mobilisation de ses partisans, venu solliciter sa candidature à la présidentielle de 2025, l'ancien leader des jeunes patriotes rassure. Quand je suis allé à Côte d'Ivoire, j'ai dit, il est venu. Beaucoup ont regardé les aiguilles de leur montre. Non. Parce que moi, je ne parlais pas du temps Kairos, du temps Chronos. Je ne parlais pas du temps Chronos, je ne parlais pas de la montre. Je parlais du temps Kairos, c'est-à-dire le moment pour agir, mais surtout le bon moment pour agir. Je sais que dans la tête de chacun, des questions se posent. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'université? Le congrès du COJEP l'a déjà dit. 2025 ne se passera pas sans nous. Je voulais encore le redire ici. Devant toute la place du monde. Par ailleurs, prévient Charles Blé Goudé, moi président, je vais supprimer les institutions inutiles. Au Nigeria, le Sénat a adopté le 9 mai dernier un projet de loi visant à infliger la peine de mort aux personnes jugées coupables de trafic de drogue. Ce durcissement de la législation intervient dans un contexte de prolifération de la consommation de stupéfiants. Le mois dernier, l'Agence de lutte contre le trafic de drogue a procédé à la destruction de 300 000 kg de stupéfiants. C'est un élément signé Africa 24. Le Sénat nigérian souhaite un durcissement de mesures contre les délits liés à la drogue. Le 9 mai 2024, la Chambre haute du Parlement du Nigeria a adopté un projet de loi visant à instituer la peine de mort pour les personnes reconnues coupables de trafic de drogue dans le pays. La résolution du Sénat visant à modifier la loi sur l'Agence nationale d'application de la loi sur les drogues, NDLEA, découle de l'examen d'un rapport des commissions du pouvoir judiciaire, des droits de l'homme et des questions juridiques et des drogues et stupéfiants. Le projet de loi propose la peine capitale pour les trafiquants de cocaïne, du LSD, d'héroïne et d'autres stupéfiants au Nigeria. Si nous voulons éradiquer le trafic de drogue au Nigeria, la seule façon d'y parvenir est d'en faire un crime passible de la peine de mort. Au Nigeria, la consommation d'opioïdes, en particulier de tramadol et de sirop contre la toux contenant de la codéine, est répandue. Dans le pays d'Afrique de l'Ouest, l'abus de drogues tels que le cannabis, la cocaïne et la méthamphétamine est notamment à l'origine des actes de violence et des accidents de la route. En avril 2024, la NDLEA a détruit plus de 300 000 kg de stupéfiants saisis dans les États de Lagos et d'Ogun. Les chiffres de la NDLEA indiquent qu'environ 14,3 millions de Nigérians âgés de 15 à 64 ans sont impliqués dans l'abus de drogue.
La décision du Sénat nigérian d'introduire la peine de mort pour les personnes impliquées dans le trafic de drogue va créer une polémique car la peine de mort est de plus en plus découragée dans de nombreuses régions du monde. Mais pour un pays comme le Nigeria, il pourrait être compréhensible qu'une telle mesure soit introduite pour un crime qui, dans de nombreux milieux, est considéré comme ayant porté atteinte à la réputation du pays, en particulier au sein de la communauté internationale. Le trafic de drogue est puni d'une peine de prison à vie au Nigeria. Le projet de loi du Sénat vise notamment la mise à jour de la liste des substances interdites, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la NDLEA, la révision des sanctions et l'établissement de laboratoires de pointe pour l'analyse des médicaments. La Chambre haute a également proposé une peine de 15 ans d'emprisonnement sans possibilité d'amende pour les consommateurs de drogue dure. On arrive à l'actualité de ce mercredi. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays pauvre, très endetté, mais un pays à revenus intermédiaires. Ces déclarations sont du ministre des Finances et du Budget Adama Coulibaly, qui était devant le Sénat ce mardi à Yamoussoukro pour l'examen du projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. Le ministre en a profité pour faire des clarifications sur la situation de la dette ivoirienne, qui, rassure-t-il, est loin d'être à l'amende comme tendent à le répandre certaines rumeurs, selon lesquelles la Côte d'Ivoire serait retournée dans les rangs des pays pauvres très endettés. Face au Sénat ce mardi 14 mai, le ministre ivoirien des Finances et du Budget Adama Coulibaly a rétabli les attitudes des faits sur les rumeurs faisant état d'un retour de la Côte d'Ivoire parmi les pays pauvres très endettés. Nous ne sommes pas un pays pauvre parce que nous sommes un pays à revenus intermédiaires, a clarifié le ministre qui s'est appuyé dans son argumentaire sur les derniers rapports du Fonds monétaire international qui indiquent, rappelle-t-il, que notre risque d'endettement est modéré. S'agissant des éléments à la base de l'explosion de la rumeur laissant croire à un retour de la Côte d'Ivoire parmi les PPTE, elle aurait pour origine, expliquait Adama Coulibaly, un rapport de la Banque mondiale datant du 9 mai dans lequel l'institution d'adhésion de la Somalie remettait au cours du jour la liste des pays ayant bénéficié du programme PPTE, dont la Côte d'Ivoire. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire n'est plus dans ces questions, rassure le ministre. Avec un niveau de dette établi à 25 000 milliards de francs CFA, ce qui représente 58% de son PIB, la Côte d'Ivoire reste en deçà du ratio tolérable dans l'espace UEMOA, qui est de 70%. Et toujours en Côte d'Ivoire, ce sont exactement 87 agents des douanes ivoiriennes qui ont été radiés des effectifs de cette administration publique. Selon la direction des douanes, ces agents incriminés se sont rendus coupables de fraude sur les diplômes grâce auxquels ils ont pu intégrer les services douaniers. Des poursuites judiciaires sont envisagées. L'abcès vient d'être creusé et cela ne pourrait constituer que le début d'une série d'épisodes de scandales inédits au sein de l'administration ivoirienne. La Direction générale des douanes a procédé à la radiation de 87 membres de ses effectifs suite à la découverte d'un vaste réseau de fraude sur les diplômes. Les agents épinglés auraient accédé au concours professionnel sur la base de diplômes frauduleusement acquis. Des enquêtes approfondies menées auprès des services compétents des ministères en charge de l'éducation nationale et de la formation professionnelle ont permis d'avérer les soupçons des autorités douanières. En plus de la radiation, les agents concernés risquent des poursuites pénales conformément à la loi. L'actualité de ce mercredi, c'était aussi en Georges, en Afrique du Sud, où plus d'une semaine après l'effondrement d'un immeuble en chantier, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Difficile après tant de jours d'entretenir l'espoir. Un dernier bilan fourni par les services de secours fait état de 33 morts. Le point dans ce reportage d'Africa News. Les espoirs s'amenuisent pour les travailleurs disparus après l'effondrement d'un immeuble en Afrique du Sud. Une semaine après le drame survenu sur le chantier d'un immeuble en construction dans la ville de Georges, le bilan s'alourdit. 33 morts comptabilisés mardi. Les sauveteurs continuent à fouiller les décombres alors que 19 personnes manquent encore à l'appel. Les autorités municipales ont déclaré dans un communiqué que parmi les victimes, seuls 18 ont été identifiés jusqu'à présent. La municipalité a également déclaré qu'il s'agissait toujours d'une opération de sauvetage plutôt que de récupération. La nuit dernière, un survivant a été miraculeusement retrouvé parmi les décombres. Plus de 600 sauveteurs sont engagés dans la recherche.
et des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes et les responsables du sinistre. L'actualité de ce jeudi à présent, un peu plus d'1 an après sa nomination, le général El Hadj Daouda Niang, ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, a été reçu ce mercredi 15 mai par le chef de l'État Alassane Ouattara, à qui il est allé faire ses adieux. Ce départ du territoire ivoirien fait suite à sa nomination le 30 avril dernier par décret présidentiel en tant que nouveau patron des services de renseignement du Sénégal. Il n'aura passé que 14 mois à Abidjan en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire de son pays, le Sénégal. Ce mercredi 15 mai, le général El Hadj Daouda Niang est allé faire ses adieux au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, à qui il a tenu à exprimer ses remerciements pour la facilitation des conditions de sa mission. Il a en outre rappelé l'excellence des relations bilatérales entre Dakar et Abidjan qui devraient aller se renforçant. Au terme de ma mission en Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeur du Sénégal, l'entretien avec le président de la République a porté essentiellement sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Comme vous le savez, dernièrement, le président de la République du Sénégal a effectué une visite ici en Côte d'Ivoire, l'une de ses premières visites après son investiture, ce qui traduit l'importance qu'il attache aux relations avec ce pays ami et frère. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République pour toutes les facilités mises à ma disposition pendant ma période d'ambassadeur du Sénégal ici. Et l'insigne honneur que j'ai eu il y a une semaine d'être élevé au rang de commandeur dans l'ordre national. Je vais dans d'autres fonctions, mais j'ai assuré aussi le Président de la République de la continuité de cette coopération avec la Côte d'Ivoire, parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dans différents domaines, sont des partenaires et ils servent en fait de locomotive pour le reste de la sous-région. Nommé par décret présidentiel le 30 avril dernier, le général El Hadj Daouda Niang retourne à Dakar, où il occupera désormais la fonction de chef des services de renseignement. On poursuit cette grande édition au Gabon. L'ex-chef d'État Ali Bongo, renversé en août 2023, a entamé avec deux de ses fils une grève de la faim, ceci afin de protester contre ce qu'il dénonce comme des tortures dont seraient victimes sa femme et son fils, Noureddine, également en détention. Les avocats de la famille annoncent avoir déposé une plainte à Paris. L'ancien président du Gabon, Ali Bongo, entame une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Soutenu par ses deux autres fils, Jalil et Bilal Bongo, eux aussi en résidence surveillée, Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils Noureddine. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddine aurait été soumis à des coups de fouet et de taser. Sylvia aurait, elle, fait l'objet de coups et d'étranglements. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Une première plainte simple déposée par Sylvia Bongo en septembre dernier avait déjà été classée sans suite. Ali Bongo Ondimba a perdu le pouvoir suite à un coup d'État mené par le général Brice Oligui Nguema en août 2023. Toujours ce jeudi, on faisait un tour en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa a promulgué mercredi dernier la nouvelle loi sur la santé garantissant des soins plus étendus aux personnes plus vulnérables à travers le mécanisme de l'assurance maladie nationale. Le numéro 1 sud-africain a tout de même tenu à rassurer les détracteurs de cette loi sur son application progressive. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué mercredi un projet de loi visant à restructurer le système de santé. Cette réforme a pour objectif de lutter contre les profondes inégalités, la majeure partie de la population n'ayant pas les moyens de se payer des soins de santé privés. In its essence, the National Health Insurance En substance, l'assurance maladie nationale est un engagement à éradiquer les inégalités flagrantes qui déterminent depuis longtemps qui reçoit dans notre pays des soins de santé adéquats et qui souffre de négligence. En mettant en place un système qui garantit l'égalité d'accès aux soins de santé, quelle que soit la situation sociale et économique d'une personne.
and economic standing and circumstances. Ce nouveau projet se heurte à de nombreuses critiques. Some fear that yes, certains craignent que oui, du jour au lendemain, un boom va se produire. Et nous vous disons que cela se fera par étapes. afraid of the NHI. Si vous avez peur de l'assurance maladie nationale, ayez confiance dans le fait que nous allons mettre en œuvre cet AMN de manière progressive afin de garantir que chaque sous-étape devienne une étape importante pour rendre l'AMN beaucoup plus efficace. Actuellement, 80% de la population dépend des services de santé publique, alors que 16% seulement ont accès à des soins de santé privés par le biais de plans d'aide médicale. Les partis d'opposition accusent Ramaphosa d'utiliser la loi comme une stratégie de campagne en l'annonçant près de 2 semaines avant des élections très attendues. Terminons l'actualité de ce jeudi avec ces images qui ont fait le tour du monde. Hier mercredi, le Premier ministre slovaque Robert Fico a été la cible d'un attentat. Le dirigeant du parti populiste a été atteint de plusieurs balles suite à la tentative d'assassinat manqué d'un présumé suspect présenté comme un opposant à sa politique. Selon ses proches, sa vie ne serait pas menacée. À l'intérieur de cet hôpital du centre de la Slovaquie, Robert Fico, toujours surveillé de près par l'équipe médicale. C'est ici que le Premier ministre slovaque a été emmené en urgence entre la vie et la mort quelques minutes après avoir été touché par plusieurs balles. Son opération, subie dans la soirée, se serait bien déroulée selon l'un des membres de son gouvernement qui se veut rassurant. Je pense qu'au bout du compte, il survivra. Il n'est pas dans une situation qui menace sa survie en ce moment. Mercredi après-midi en pleine rue, Robert Fico s'approche de la foule quand soudain, plusieurs tirs retentissent. Immédiatement, le Premier ministre slovaque est transporté dans une voiture par ses gardes du corps. Et dans le même temps, un homme est mis au sol et arrêté. Il s'agit d'un écrivain local de 71 ans qui, selon les médias locaux, serait un opposant à la politique du gouvernement slovaque. Sans donner plus de précisions, les autorités laissent entendre que le tireur présumé aurait agi pour des motifs politiques. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une agression politique dans un contexte politique. Vous le savez tous très bien. Cette attaque contre le Premier ministre slovaque, connu pour ses discours populistes et ses positions pro-russes, a provoqué une vague d'émotion et de consternation dans le pays, mais aussi dans toute l'Europe. Dans la capitale Bratislava, les mesures de sécurité ont été renforcées immédiatement. L'actualité de ce vendredi nous a conduit à Yamoussoukro, où le ministre de la Santé, Pierre Ngundemba, a inauguré le mercredi 15 mai les locaux réhabilités de l'antenne régionale de l'INHP. Le bâtiment avait été provisoirement fermé pour cause de rénovation. Le ministère de la Santé a également offert 80 véhicules au personnel afin d'en accroître la mobilité. L'antenne de l'Institut national d'hygiène publique INHP de Yamoussoukro est de nouveau opérationnelle. Après sa fermeture pour cause de travaux de réhabilitation, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, note un communiqué du ministère, a procédé ce mercredi 15 mai 2024 à l'inauguration officielle de la structure. Au cours de la visite guidée de ces nouveaux locaux, Pierre Dimba est reparti satisfait de la qualité des travaux réalisés. En outre, précise le communiqué, le ministre de la Santé a remis 80 engins roulants en vue de permettre au personnel d'être plus mobile et efficace dans la riposte face aux épidémies. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé hier, jeudi, la victoire du chef de la transition militaire Mahamat Déby Itno. Cette décision met donc fin à plus d'une semaine de contentieux post-électoral, alors que le principal opposant et premier ministre de la transition, Succès Masra, avait introduit une requête en annulation du scrutin. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé jeudi l'élection du président de transition Mahamat Idriss Déby lors du scrutin du 6 mai dernier. Le général qui vient de fêter ses 40 ans obtient 61,03% des suffrages exprimés contre 18,54% pour son premier ministre Succès Masra et 16,93% pour Albert Payini Padaké. Le Conseil rejette ainsi le recours en annulation déposé juste après les résultats provisoires par les deux principaux adversaires de Déby, qui après plusieurs reports aura obtenu ces élections, surtout avec un taux de participation de 75,78%.
Le président légitime alors son pouvoir acquis à la mort de son père, le président Idriss Déby, sur la ligne de front en 2021. Succès Masra était quant à lui rentré d'exil, puis nommé Premier ministre à la suite de négociations quelques mois avant les élections. Il avait proclamé sa victoire et indiqué que les résultats avaient été manipulés par l'Agence nationale de gestion des élections. Et pour terminer ce tour d'horizon en Mauritanie, l'ancien président Mahamat Ould Abdelaziz ne sera pas candidat à la présidentielle de juin. La candidature de l'ex-chef d'État condamné l'an dernier pour enrichissement illicite a été rejetée pour défaut de parrainage suffisant. Reportage. Faute d'avoir obtenu les parrainages nécessaires, l'ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, ne pourra pas se présenter à la prochaine élection. Chef de l'État de 2009 à 2019, il a été condamné en 2023 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Une condamnation qui n'a pourtant pas freiné ses ambitions politiques. Après l'annonce du rejet de sa candidature, le camp de l'ancien président a dénoncé ce qu'il qualifie de blocage voulu par un pouvoir antidémocratique. Parmi les 8 candidats ayant pu déposer leur dossier, figure l'actuel chef de l'État, Mohamed Ould El Ghazouani. Après la fermeture des dépôts de dossiers, les candidatures doivent à présent être validées par le Conseil constitutionnel. C'est la fin de cette grande édition. Merci de rester fidèle à 12 Télévisions et bonne suite de programmes sur la chaîne d'ici et d'ailleurs.